Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode interview. C'est un épisode dans lequel on va de nouveau parler de l'énurésie nocturne que tu peux peut-être rencontrer avec ton enfant. Si tu te souviens, j'avais déjà créé un premier épisode à ce sujet avec l'aide de Chérine du compte Instagram Mamoun et Mayotte. C'était l'épisode 67. Comme d'habitude, tu auras le lien en description de cet épisode. Et Chérine, elle est en train de créer finalement un pyjama rituel qui te permettra de toi en tant que parent mieux vivre l'énurésie de ton enfant parce qu'il va grandement soulager ton quotidien de parent avec les draps à laver, les pyjamas, le matelas, etc. Là, c'est vraiment un pyjama qui est imperméable. Donc, finalement, ça ne va être qu'un pyjama à laver et ça va faciliter ton quotidien de parent. Mais ce n'est pas que ça, c'est finalement aussi un pyjama rituel qui va permettre de remettre ton enfant en confiance, de le remettre acteur de cette acquisition de la continence nocturne qui est en cours d'apprentissage chez lui finalement. Encore une fois, je te mets tous les liens en description parce que j'ai entendu dire que la campagne de financement participatif de ce projet de pyjama de Chérine est dans les tuyaux, peut-être au moment de la sortie de l'épisode ou d'ici quelques jours. En tout cas, je te mets tous les liens dans la description de cet épisode. Bref, pour en revenir à l'épisode d'aujourd'hui, suite à cette sortie de cet épisode 67 avec Chérine, Karine m'a contactée et m'a fait part de ses connaissances en tant que professionnelle de l'énurésie nocturne. Karine, elle est kinésithérapeute, spécialisée en pédiatrie et formée à la prise en charge des troubles urologiques chez l'enfant. Autant te dire que c'est un petit peu son domaine, c'est son rayon. Et en fait, elle m'a contactée à titre personnel pour m'aider, moi, dans l'accompagnement que je propose à mon enfant qui est également confronté à ce problème. Et je me suis dit que ces connaissances, c'est vraiment des choses dont je n'avais jamais entendu parler. Et je lui ai tout de suite proposé, écoute, est-ce que tu es OK pour qu'on fasse un épisode ensemble ? Parce que je voudrais qu'un maximum de parents sachent qu'il existe des pistes autres que la médication que peut nous proposer d'une façon systématique certains médecins, qui a en fait un moyen de comprendre cette énurésie primaire nocturne et comment accompagner nos enfants. Et c'est exactement ce que je te propose dans l'interview d'aujourd'hui. Donc je te laisse écouter mon échange avec Karine et je ne doute pas que tu vas apprendre des choses qui te seront utiles pour vraiment changer la donne et accompagner ton enfant d'une manière efficace et bienveillante. Je te souhaite une excellente écoute d'épisode. Bonjour Karine et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Bonjour Maude, avec plaisir. Top. Alors même si je t'ai présenté brièvement dans l'introduction, si t'es OK, je te laisse te présenter brièvement pour qu'on puisse savoir qui tu es et de quoi tu parles. Oui, pas de problème. Moi, je suis maman de 2 enfants, un de 8 ans et un de 5 ans, et je suis kinésithérapeute depuis 15 ans maintenant. Et au cours de ma carrière, du coup, j'ai pu me former à différentes techniques depuis mon diplôme d'État, et dont la pédiatrie et donc les rééducations des troubles urinaires de l'enfant. Et donc, c'est pour ça que du coup, je t'avais contacté par rapport à l'énurésie de l'enfant. Et puis voilà. Ça, je ne peux que t'en remercier parce que tu m'as apporté une visibilité, une compréhension en tout cas sur ce que j'avais connu moi enfant et sur ce que connaît un de mes enfants également. Et c'est en ça que je t'ai proposé tout de suite qu'on fasse un épisode ensemble pour partager cette connaissance parce que une chose est sûre, je suis pas la seule maman confrontée à ça, bien au contraire, et souvent on se retrouve démunis et trop souvent, à mon goût, le corps médical passe directement par la médicamentation sans aller plus loin. Et toi, tu m'as proposé une alternative qui, je pense, mérite d'être connue au plus grand nombre. Alors si mon petit podcast, mon petit site internet peut permettre
Tout à fait. à diffuser ce message. C'est top. Le tout petit rappel que je voudrais faire avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Karine, c'est Mhm. vraiment expliquer qu'on parle ici, on va parler avec toi d'énurésie primaire, parce qu'il y a deux types d'énurésie, l'énurésie primaire et l'énurésie secondaire. Tu me Oui, corriges si je dis des bêtises. oui, oui, Primaire, l'énurésie primaire, c'est quand l'enfant n'a jamais été en capacité de retenir ses besoins. tout à fait. Alors, quand on parle d'énurésie nocturne, la nuit ou même la journée. Et la Mhm. secondaire, c'est qu'il y a eu, pendant une période assez significative où l'enfant a été dans cette capacité et la paire régresse. Et là, c'est Voilà. une autre problématique. Voilà. Dans l'énurésie secondaire, voilà, on est plus sur des problématiques psychogènes qui peuvent rentrer en compte dans l'énurésie primaire, hein, mais effectivement, les prises en charge ne sont pas les mêmes pour le coup. Ouais. Donc ça, une fois que ça s'est dit et que c'est clair, est-ce que tu peux nous parler justement de ces deux causes possibles, entre guillemets, d'énurésie primaire? Voilà, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ta connaissance sur le sujet? Alors, l'énurésie, donc on est bien d'accord, hein, c'est vraiment une perte d'urine chez l'enfant, donc la nuit, de manière involontaire, hein, c'est vraiment pas de son fait. Mhm. Là où on va s'en préoccuper, on considère que l'enfant, il peut devenir continent à partir de 5-6 ans, en fait. Donc, à partir de cet âge-là, on peut commencer à se poser des questions et lui proposer voilà, une prise en charge ou en tout cas un bilan. Il faut que ça soit aussi un petit peu de son fait à lui, c'est-à-dire que si lui, il n'en ressent pas forcément le besoin dans un premier temps, à 5 ans, des fois, on peut patienter un petit peu. Bien sûr. C'est pour ça qu'on dit une prise en charge à partir de 6 ans, parce que ça dépend des enfants aussi. Donc, leur laisser le temps aussi d'acquérir cette propreté. Et du coup, à partir de 6 ans, on peut se poser des questions où, effectivement, il peut y avoir une petite problématique, où il peut y avoir un côté hormonal, où du coup, il peut y avoir un petit trouble de sécrétion hormonale chez l'enfant, ce qu'on appelle l'hormone ADH. C'est Mhm. une hormone antidiurétique qui contrôle un peu le volume urinaire, en fait. Cette sécrétion d'hormones, elle a surtout lieu la nuit. Et quand elle n'a pas lieu, ben, du coup, on a des urines très abondantes. En fait. L'enfant, quand il y a un défaut de régulation de cette hormone, il se retrouve avec des urines abondantes dans la journée, mais vu qu'il est continent, il va aux toilettes. Mhm. Et la nuit, ben, il se retrouve du coup, à déverser, donc soit dans la couche ou dans le lit, selon l'âge. Donc voilà, ça peut être un facteur, en fait, l'hormone ADH. Souvent, il y a pas qu'un facteur, hein. Il y a aussi l'histoire du sommeil profond, on en avait Oui. déjà parlé, hein. Il y a des enfants qui ont des sommeils beaucoup plus profonds que d'autres et c'est des facteurs qui aggravent. Et aussi, on avait parlé de la génétique aussi, les facteurs génétiques, hein. Il y a des parents qui étaient énurétiques petits et souvent, on peut le retrouver chez leurs propres enfants. C'est ça. Bah, ce Il qui y a est plusieurs clairement mon cas. facteurs. Voilà. Plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Il y a cette hormone et puis il y a le côté aussi immaturité vésicale qu'on avait évoqué aussi. Dans l'immaturité vésicale, en fait, le principe, c'est que il y a des contractions anarchiques de la vessie, c'est-à-dire que normalement, une vessie se remplit et quand elle est pleine, elle se contracte. Et du coup, si c'est le moment d'aller faire pipi, eh ben, du coup, le périnée laisse passer les urines On le ressent, voilà. voilà. Donc, la journée, l'enfant peut contenir parce qu'il est conscient. Et du coup, la nuit, ben, ces contractions anarchiques de la vessie fait que ça se vide tout seul sans qu'il s'en rende compte, en fait. C'est ça. Donc, cette immaturité vésicale, il n'y a pas que des symptômes nocturnes. Souvent, il y a des symptômes aussi dans la journée. Et c'est là où on peut aller détecter effectivement cette problématique-là, en fait. D'accord. C'est ce que tu m'avais expliqué finalement, c'est que si je schématise à l'extrême, c'est que si notre enfant qui a ce problème d'énurésie nocturne a également des petits accidents, des débuts d'accidents, on va dire, dans la journée, potentiellement ça va plus mettre sur la piste, sur la voie d'une Ouais. instabilité vésicale, alors que si c'est strictement nocturne, ça peut valoir le coup de s'orienter vers le côté hormonal. Voilà. En fait, souvent, quand on a des enfants qui ont une immaturité vésicale, alors je rappelle que c'est pas quelque chose, c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose de pathologique en soi, c'est-à-dire que l'évolution, elle sera toujours positive chez Hmm, ces enfants. C'est-à-dire qu'il y a un jour ou l'autre, ils arrêteront de faire pipi au lit. c'est ça. C'est une Mais à acquisition qui quel va se âge, en faire. fait? C'est une acquisition qui va se faire, mais qui se fait plus tard. Il n'y a rien d'anormal, en fait, c'est juste qu'elle se fait vraiment plus tardivement que chez d'autres enfants. Donc, il n'y a rien d'inquiétant en soi. Je pense que c'est là-dessus que les médecins, des fois, ne s'affolent pas. C'est parce qu'ils savent très bien que ça va se régler tout seul. Hmm, Mais la problématique, c'est à quel âge, en fait. Souvent, on laisse ses enfants l'acquérir très tard,
10, 12 ans, voire 15 ans. Du coup, ça devient problématique au niveau social pour eux après, en fait. C'est ça. Voilà. Déjà, effectivement, ça a un impact dans la relation parent-enfant parce que la charge du parent augmente, fait peser ça sur l'enfant. L'enfant, ça vient naturellement, malheureusement, impacter sa confiance en lui. Et puis, comme tu le dis, voilà, la crainte de dire, mais quand on va dormir chez un copain ou une copine, quand il y a les classes découvertes où ils partent. C'est ça, ouais. Voilà. Ça devient compliqué, ouais. C'est ça rajoute du stress au stress et ça, c'est pas bon, en fait. Voilà. Et du coup, dans l'immaturité vésicale, on parlait de symptômes la journée. Alors, c'est pas quelque chose d'assez flagrant. C'est pas toujours facile de les voir en tant que parent. Parce que des fois, ils se cachent, ils savent très bien gérer ça tout seuls, en fait. Il peut y avoir des petites fuites involontaires. Donc là, la culotte, elle est mouillée, donc c'est plus facile pour nous, parents, de voir. Mais des fois, en fait, c'est plus la gestion. Ils sont souvent dans l'urgence, ces enfants-là, en fait. Ils ont une envie, hop, elle est très pressante tout de suite, en fait. Et il faut qu'ils y aillent. Oui. Ça ne souffre pas d'attendre, de patienter. Non, voilà, c'est souvent des enfants qui se contorsionnent. C'est maintenant, tout de suite, il faut que j'y aille. C'est ce côté envie pressante. Ça peut être aussi une fréquence excessive des mictions. Ils vont beaucoup, beaucoup aux toilettes dans la journée aussi. C'est quoi, par exemple, pour toi, une fréquence élevée? Ça donne... Je sais que ça dépend, mais... Après, voilà, ça dépend. Il y a des enfants aussi qui s'empêchent de boire pour éviter ça, par exemple, à l'école. La problématique de l'école, c'est qu'il faut faire pipi à heure fixe. Donc, chez un enfant qui a une problématique, c'est très compliqué, en fait, parce qu'il faut qu'il soit dans l'écoute de son besoin et on leur demande de faire pipi à heure fixe. Donc, ça, c'est un peu la problématique actuelle de l'école. Moi, j'ai la problématique avec mon enfant de 5 ans qui, du coup, me dit moi, j'ai pas envie d'aller faire pipi à l'école parce qu'en plus, en maternelle, il n'y a pas de porte. C'est ça. Il faut faire pipi devant tout le monde. Tout le monde. Voilà. Donc, et du coup, c'est vrai qu'à l'école, ces enfants, ils s'empêchent de boire pour éviter d'aller souvent aux toilettes. Et pour se limiter, pour se contrôler. Voilà. J'ai effectivement constaté ça et j'appelais mon enfant chameau. Voilà. Ouais. qui boit et après il se retient complètement. Et voilà. il espérait avoir un certain impact derrière. Ouais. Ça ne change strictement rien au final. Ouais. Mais ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Maintenant qu'on a fait un petit peu l'état des lieux, des possibilités pour mieux comprendre ce qui va expliquer finalement l'énurésie chez notre enfant, comment on peut sortir de ce cercle vicieux, comment on peut accompagner notre enfant en fonction qu'il s'agisse d'une instabilité vésicale ou peut-être la suspicion d'une hormone qui est un petit peu capricieuse, on va dire. Ouais. C'est vrai qu'en parler et essayer de se faire aiguiller par un professionnel compétent, c'est, je pense, la meilleure solution. Après, je sais que l'accès aux soins, en ce moment en France, c'est compliqué. Et de trouver des gens ouverts sur la discussion. Oula, ça c'est encore, voilà. C'est encore plus compliqué. Parce que c'est ce qu'on disait, il n'y a rien de pathologique, il y a une évolution positive et du coup, ils ont du mal à entendre que malgré tout, on peut les prendre en charge, ces enfants-là. Et c'est ça qui est compliqué. Alors après, voilà, si vous avez des médecins assez ouverts sur la discussion et que du coup, vous avez des professionnels compétents, donc après... là, on est, moi, dans mon domaine de compétences en tant que kiné, moi, je vais m'occuper des immaturités vésicales. Donc, ce qui est important, c'est de faire un bilan initial, en fait, de bien classifier pourquoi l'enfant il est énurétique, sachant qu'il peut y avoir vraiment une prise en charge pluridisciplinaire aussi chez ces enfants-là, parce qu'il peut y avoir aussi un côté psychogène qui s'associe à un problème, une petite pathologie. Donc, pourquoi pas après, à côté, une prise en charge aussi chez un psychologue ou une kinésiologue aussi. Je sais que tu en avais parlé sur ton podcast. Il faut surtout pas fermer les portes, en fait, et être à l'écoute de l'enfant et ce dont il a besoin, je pense, dans l'instant, quoi. Surtout pas aller le forcer à faire quelque chose. Ça doit venir de lui. Ouais, je pense. En ce qui concerne l'hormone, ce qui est pour moi indispensable, c'est un dosage de l'ADH, de cette hormone, qui est indispensable avec une prise de sang. Parce que après, on peut donner le médicament et voir si ça marche. Je trouve ça dommage de donner un médicament en test sans savoir vraiment si c'est ça le problème, en fait. Mais bon, après, il y a certains médecins qui fonctionnent comme ça. Après, l'hormone, c'est un petit spray à mettre sous la langue, en fait. En général, c'est un test sur un mois et quand c'est efficace, le corps, il reprend le relais et ça va assez vite, en fait. En fait, ça initie la machine. Ça apprend encore. La sécrétion, elle reprend. Après, ça peut prendre quelques temps. Alors,
quand il prend l'hormone, de toute façon, au bout d'un mois, il doit y avoir un résultat. S'il n'y a pas de résultat, c'est que c'est pas ça la problématique. Ok. Si, du coup, au bout d'un mois, ça va mieux, donc là, on se dit, bon, on arrête l'hormone, et puis ça revient. Et voilà. Il peut y avoir des épisodes où il faut relancer un peu la machine, en fait. Ça peut durer un petit moment avant que vraiment ça soit définitif, en fait. Mais en tout cas, il y a un effet assez. Ça sert à rien de prendre l'hormone pendant 6 mois, en fait. Oui, S'il n'y non, a pas d'efficacité, c'est que c'est pas ça le c'est que problème. c'est pas ça. Ça sert à Ouais, rien de. Hmm. voilà. Donc déjà, c'est effectivement, tu dis, le point de départ, c'est de voir son professionnel de santé pour Ouais, demander un bilan, pour au moins voir si ça peut être une des causes à une voilà, déficience d'ADH ou pas. Et en quel voilà. cas, bah, partir sur le test d'un mois si c'est effectivement, s'il y a un Ouais, si souci de c'est ce ça. côté-là. Ouais. Après, si c'est pas la problématique de l'ADH, c'est qu'on part plus sur l'immaturité vésicale. À ce moment-là, le médecin fait une prescription pour de la kinésithérapie, Mhm. de troubles urinaires de l'enfant. Et du coup, le kiné spécialisé dans ce domaine-là, hein, faut pas, surtout pas aller voir un kiné qui ne le Oui, serait pas. Euh, un kiné du sport ou non, c'est pas ça. voilà, c'est pas son rôle. Du coup, qui fera un bilan initial, qui verra si ça rentre bien dans son domaine de compétences, s'il faut avoir accès à d'autres thérapeutes à côté ou pas. Parce que des Mhm. fois, on a besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire, ce que je disais. Ouais. Et en fonction du bilan, après, nous, on les aide, ces enfants-là, avec de la rééducation. L'idée, c'est d'essayer de faire prendre conscience à l'enfant de son périnée. Souvent, les femmes, elles s'inquiètent parce qu'elles se disent, ah, mais ça va faire comme moi. Quand j'ai fait ma rééducation postpartum, je dis non, ça n'a rien à voir quand C'est on pas la prise en même. charge, hein, c'est pas la même, hein. L'idée, c'est que déjà, l'enfant, il apprenne ce que c'est qu'une contraction musculaire, le contracter, le relâcher, qu'il visualise un petit peu son périnée. On montre des photos, on montre des bassins. Ils sont hyper intéressés de tout ça, en fait. C'est leur anatomie. On pose des mots simples, en fait. Ils comprennent très, très bien comment ça fonctionne assez vite. Et après, on vient on leur demande des petites contractions justement du périnée, Du tout périnée. simplement. Ouais. Et l'idée, c'est un petit peu d'acquérir ce petit réflexe qui fait que le périnée, quand il se contracte, il vient inhiber la vessie. Donc sur ces vessies qui se contractent de manière un petit peu anarchique, bah, du coup, le périnée vient faire son action normalement, c'est-à-dire qu'il se contracte et il inhibe cette vessie, ces contractions de la vessie, en fait. Donc ça vient la calmer finalement, c'est ça? C'est ça, voilà. Donc après, on demande à l'enfant de faire des petits exercices à la maison, de contraction dans la journée, faire prendre conscience aussi un petit peu alors, comment ça se passe aussi à l'école. Voilà, ses habitudes aussi qu'il a pris, parce que quelquefois l'enfant, il peut être assez âgé, il a pris des habitudes aussi, hein, ce qu'on disait, ne pas Oui. boire, se protéger par rapport aux autres enfants, pour pas que les autres voient ce qui se passe. Mhm. Donc ça, on en discute aussi beaucoup pour qu'ils prennent conscience des choses. Et puis en général, en quelques séances, il y a un réflexe qui se met en place et ce réflexe fait que du coup, il devient continent la nuit en fait. En fait, c'est ça, c'est comme n'importe quelle acquisition, c'est finalement, c'est le test and learn, quoi. C'est le corps C'est ça, va apprendre et ouais, va acquérir une nouvelle compétence, comprendre comment c'est il ça, fonctionne et ça ouais, va créer le chemin d'automatisme finalement. ouais. L'idée, c'est de relancer, c'est pas de relancer parce que du coup, la machine, elle a jamais été lancée du coup, Mhm. parce que c'est une immaturité, c'est-à-dire que c'est pas encore acquis, mais c'est un petit peu, voilà, lancer la machine et un coup qu'elle est lancée, ils ont plus besoin de nous en fait. Donc, Mais du coup, c'est quoi là, pour toi la prise en charge habituelle? Ça dure combien de temps quand tu accompagnes un enfant? C'est beaucoup de séances, c'est un peu, ça, en après, moyenne, c'est quoi? ça dépend de l'âge. Parce que si on prend l'enfant assez tôt, entre 6 et 8 ans, je dirais, ça va très très vite. Entre 6 et 8 ans, il y a moins de 10 séances. En 5 séances, en général, la continence est acquise et on les rassure en continuant un petit peu les séances. On se voit à distance parce qu'ils ont besoin d'être rassurés, hein. Le soutien. Ouais, Ouais. ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être entendus. Souvent, c'est des séances qui se font les premières avec les parents et si l'enfant est en accord, après, on essaye de faire en sorte que ça soit vraiment lui le patient et que les parents ne répondent pas aux questions à sa place. Donc, qu'il soit entendu dans sa problématique, en fait. Donc, moins de 10 séances pour les moins de 8 ans. Après, il peut y avoir d'autres problématiques quand l'énurésie dure depuis très longtemps, quand il y a des enfants qui ont plus de 10 ans. Et là, le bilan initial est indispensable et il peut y avoir
un peu plus de séances du coup Oui, pour les aider en fait. Ouais. bien sûr. Bah, en fait, c'est comme tu le disais, finalement, c'est parce qu'ils ont mis des choses en place et Ouais, c'est désapprendre certaines choses pour pouvoir c'est ça. réapprendre la C'est déconstruction. désenclencher, voilà, c'est un petit peu désenclencher certains automatismes qui se sont mis dans son corps et qui l'empêchent d'avancer, quoi. Je trouve ça hyper intéressant et je te remercie vraiment de partager ça parce que, putain, moi, on m'aurait dit ça déjà quand j'étais enfant. Ben, ça n'aurait pas eu le même impact, on va dire. Ouais, Et je me suis dit, c'est ben, sûr. t'es capable d'accompagner mon enfant d'une façon un peu plus efficace, on va dire. Ouais. Même si je suis tout en bienveillance et en accompagnement, ça n'a pas été la même. Et ma dernière question pour toi, Karine, c'est comment on trouve des professionnels comme toi Ouais. qui sont formés à ce genre de choses. Parce que pour la petite histoire, quand tu m'as contacté, tu m'as partagé ça, effectivement, je me suis tout de suite tournée vers le pédiatre de mes enfants et je me suis heurtée à un mur où elle m'a clairement dit non, mais on teste d'abord le médicament et puis on fera le bilan ensuite. Enfin, voilà, elle voulait tout de suite médicamenter et je n'ai jamais eu cette fameuse ordonnance. Bon, après, je n'ai pas creusé et effectivement, je laisse mon enfant maître de ça. C'est lui qui en a parlé. C'est quand mon enfant a décidé de oui, il voulait un soutien, il voulait de l'aide. Bon, autant te dire qu'il était un petit peu déçu de l'accueil qu'il a reçu. Ouais. Ouais, oui. Malheureusement, la décision de mon enfant a été de ne pas recreuser et voilà, l'acquisition est en cours, donc on laisse faire et je reste à l'écoute de son besoin. Mais voilà, comment on fait pour trouver des professionnels? Voilà. Ouais. Alors souvent les médecins ils sont très peu au courant que les kinés peuvent gérer ce Non. genre de problématiques. Donc c'est pas non plus de leur fait, hein. Je pense qu'on communique pas assez certainement sur les différentes pratiques qu'on peut avoir en tant que kiné, parce que Mhm, c'est très très vaste. Donc je pense que c'est à nous d'aller les chercher et de les informer en fait. bien sûr. Quand ils se retrouvent face à ce genre d'enfant, on peut apporter un soutien. Après, pour trouver des kinés compétents, alors moi je fonctionne avec le site EIRPP. C'est du coup par là où je me suis formée et du coup ils ont un annuaire en fait, des professionnels de santé formés en troubles urinaires de l'enfant. D'accord. Donc Donc ça, le lien, il sera en description de l'épisode voilà. et sur l'article de blog parce que voilà, je pense que c'est important de pouvoir aussi informer pour que les parents puissent mieux comprendre ce qui se passe chez leur enfant et puis avoir un moyen, une ressource à disposition pour essayer de trouver effectivement quelqu'un de Ouais. formé et de compétent. Ouais, ouais, c'est pas facile, ça je l'entends. Mais des fois, il y a des mamans à distance qui m'appellent et qui cherchent un professionnel compétent. Et c'est vrai que des fois, il y a une heure et demie de route. C'est pas facile hein, de prendre la décision de faire autant de route. C'est ça. Voilà, ouais, c'est pas simple. Non, mais au moins, enfin voilà, grâce à toi, on aura accès à cet annuaire pour Voilà, voilà, une petite. avoir une piste, une lueur, C'est ça. et puis bah, tanner son problème de santé pour avoir juste une petite ordonnance, une prise de sang. Ouais, voilà. Faut être, je pense qu'il faut être assez ouvert. Faut pas je pense qu'il faut pas leur imposer. Peut-être dire que voilà, vous avez eu certaines infos, C'est que vous ça. aimeriez bien essayer, que vraiment l'enfant il se retrouve dans une situation vraiment inconfortable et ça devient compliqué. Donc, faut rester ouvert et voilà. Et je pense que bon, la plupart des médecins sont capables d'entendre Ah ça oui, oui, et oui. ouais, Je sais que, là, pour le coup, je sais que si je demandais ça à mon médecin traitant, je sais très bien, il est très ouvert et très à l'écoute, donc je sais qu'il me la ouais, donnerait sans problème. Là, j'ai fait l'erreur de vouloir passer par la pédiatre. Bon, bah, je suis pas tombée sur la bonne personne, c'est pas grave. C'est pas grave, mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que grâce à toi, j'ai acquis cette compréhension-là. J'ai pu la transmettre à mon enfant, lui expliquer et que lui, bah, il s'est fait son idée de ouais, effectivement, est-ce qu'il est plutôt concerné par l'urgence en journée? Est-ce que, voilà, Mhm. ça lui donne aussi, ce qui est important pour moi aussi, c'était que du coup, il a acquis une certaine compréhension de qu'est-ce qui pouvait être à l'origine d'eux Ouais, et de se dire, c'est pas de lui, c'est pas de sa faute, c'est pas qu'il ouais. fonctionne mal, que son corps fonctionne mal. Non, voilà. Et ça lui a suffi. Ça a Mm. suffi à mon enfant. Et aujourd'hui, voilà, on est en bonne voie et je le sens soulagé par Ouais, rapport à ça. Juste avec cette connaissance-là de ouais. lui et des causes potentielles. Et c'est déjà énorme, en fait. Mais la plupart des enfants, juste dans les premières séances, à discuter justement de ça, comment ça fonctionne et pourquoi Hein. chez eux c'est un petit peu plus en retard et qu'en fait ils sont pas tout seuls, hein. À 5 ans, il y a encore 15% des enfants qui sont énuritiques, hein, qui sont pas continents, Hein. donc ils sont pas tout seuls, hein, donc, et rien que ça en général, ça les soulage d'un poids et qui fait que c'est pour ça qu'après ça va très vite. Un coup qu'ils ont l'acquisition de leur corps et la compréhension de comment ça fonctionne.
ça peut aller très très vite en fait. C'est clair. C'est clair. Super. Bah écoute, merci beaucoup, Karine. Vraiment un grand merci d'avoir partagé ça sur le podcast. Merci de m'avoir contactée. Non, mais merci de m'avoir partagé ça. Merci à toi. Alors, moi, je suis ravie de pouvoir parler de ma profession et de cette compétence. Et que, voilà, pour les enfants, je trouve ça dommage que du coup, on nous les envoie pas assez. Mais voilà, si ça peut déclencher un petit peu la machine de la prise en charge, voilà, c'est avec plaisir. Bah, c'est cool. Bah, je te remercie beaucoup, Karine. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!